C'est l'histoire d'une femme née dans la poussière d'un empire colonial et qui, pendant un temps, a su en devenir la favorite. Hassan, alias Moulay Hassan. Elle se rêvait sultane, elle est devenue ogresse. Dans le premier épisode, je vous ai raconté comment une jeune Algérienne, sans nom, sans famille, a gravi les échelons d'un monde dominé par les uniformes et les fantasmes exotiques. À Fès, en 1912, alors que la ville brûle de colère contre le nouveau protectorat français, elle sauve, ou prétend avoir sauvé, 16 officiers coloniaux déguisés en danseuses. Une scène digne d'un roman ou d'un mensonge parfaitement orchestré. Mythe ou réalité, peu importe, car à partir de ce jour, Moulay Hassan devient intouchable. Courtisane adulée, espionne au service de la France, tenancière respectée ou crainte, jusqu'au sommet de l'armée coloniale. À Meknès, elle règne en maîtresse sur un palais de plaisir, mais derrière les bijoux, les orgies et les décorations refusées, des ombres s'accumulent. Des cris, des disparitions, des ossements humains découverts sous les dalles de sa maison close. Et puis un jour de 1936, un enfant curieux pousse une porte trop bien fermée et tout bascule. Dans ce deuxième épisode, nous allons plonger dans les coulisses de cette chute, découvrir ce qui a été dit et surtout ce qu'on a préféré taire. Car ce n'est plus la légende qu'on interroge, mais les preuves. Je suis Rim Boursimi et voici la suite de l'affaire de l'ogresse Moulay Hassan. Je vous avais laissé en 1926 où Hassan semble disparaître de la vie publique. Enfin, du moins, celle qui m'est accessible dans les archives. Pendant près de 10 ans, on perd sa trace. Que lui est-il arrivé pendant cette décennie ? A-t-elle voyagé ? Est-elle tombée dans la drogue et l'alcool, comme certains le suggèrent ? S'est-elle impliquée dans le trafic d'êtres humains ou le commerce stupéfiant ? Personne ne le sait avec certitude. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'elle réapparaît à Meknès en 1936, Moulay Hassan est méconnaissable. La belle courtisane aux yeux verts s'est transformée en une femme aigrie, obèse, édentée. Sa maison n'est plus le palais luxueux d'antan, mais un bouge sordide dans un quartier malfamé. Son employé, Mohamed Ben Ali, un homme décrit comme sordide et fétide, l'aide à gérer son établissement de misère où les filles sont maltraitées, affamées, battues. La Moulay Hassan de 1936 regarde avec haine ces jeunes filles qui ont ce qu'elle a perdu, la beauté, la jeunesse, le pouvoir de séduction. Et c'est là que notre histoire prend un tournant macabre. Le 25 septembre 1936, des enfants qui jouaient dans une rue de Meknès découvrent un panier abandonné. Curieux, ils l'ouvrent. À l'intérieur, ils trouvent les restes démembrés d'une jeune femme. Les morceaux du corps sont enveloppés d'herbes aromatiques, menthe, fenouil, comme pour masquer l'odeur de la décomposition. La police arrive rapidement sur les lieux. Le panier a été découvert près d'une maison bien connue dans le quartier, celle de Moulay Hassan. Lorsque les policiers frappent à sa porte, l'ancienne courtisane les accueille avec arrogance. Elle nie toute implication dans ce crime odieux. Mais alors que les policiers l'interrogent, un bruit étrange attire leur attention. Un grattement provenant d'un mur récemment plâtré. Qu'est-ce que c'est que ce bruit derrière ce mur ? Ah, c'est juste un chat qui s'est trouvé piégé quand j'ai fait les travaux. Il miaule parfois. À l'aide ! Nous sommes ici. Nous mourrons, dit une voix faible. Ce que les policiers vont découvrir derrière ce mur va bouleverser le Maroc tout entier et transformer Moulay Hassan, l'ancienne héroïne, en ogresse, en tueuse en série terrifiante. Derrière, ils découvrent 3 filles et un garçon, presque nus, presque morts, ligotés, affamés, battus. L'une murmure « Ne buvez pas l'eau, c'est du poison. » Elle veut nous faire taire. Et il raconte tout. Comment Hassan les a attirés, comment elle les a enfermés, comment elle les a forcés à danser, à subir, à se taire. Et surtout, ce qu'ils ont vu. Sherifa était une danseuse, belle, rebelle. Elle refusait de se soumettre. Alors Moulay Hassan a décidé d'en faire un exemple. Un soir, sous les yeux des prisonniers, elle l'a frappé à la tête avec un maillet. Puis, elle a tendu une corde à Ben Ali et ils ont tiré à 2, lentement, jusqu'à ce que Sherifa cesse de respirer. Mais ce n'est pas tout.
Son corps a été découpé, sa chair donnée aux chats, et les os bouillis, puis enterrés sous le figuier dans la cour. À ce stade, la police n'a plus de doute. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre un hasard? Un figuier, un panier, des enfants? Pourquoi personne n'a parlé avant? Pourquoi a-t-elle pu agir en toute impunité si longtemps? La réponse est simple. Elle était protégée par ses relations, par sa légende, par la peur. Quand elle est enfin arrêtée, quelque chose change. Le silence se brise. Des femmes parlent, des anciennes pensionnaires, des voisines. Toutes racontent la même chose. Les coups, les menaces, les mutilations, les disparitions. Mais c'est le témoignage de Ben Ali, son homme de main, qui glace le sang. Et il avoue. Tout. Il raconte les corps, les filles qu'on envoie à Rabat avec du pain empoisonné, les clients pervers, les danses de la brûlure, les cicatrices, les humiliations. Il dit « Si je refusais, elle me tuait ». Et Moulay Hassan dans tout ça? Elle nie, fière, sereine, dédaigneuse. Elle continue à dire « La France me doit 1000 vies ». Mais la vérité est là, dans le mur, dans les os, dans les yeux creusés de ses victimes. La presse locale s'empare de l'affaire. L'information remonte à Rabat, puis à Paris. Et très vite, l'affaire prend une autre dimension. Des restes humains sont découverts, des ossements, des morceaux de corps identifiés comme appartenant à d'anciennes pensionnaires de la maison. On évoque des sévices, on parle de torture, on se demande combien de femmes ont réellement disparu ici. Et toujours ce nom, Hassan. À ce stade de l'enquête, les spéculations vont bon train. Certains évoquent une vengeance, d'autres un rituel, mais les faits sont là. Des femmes ont été retrouvées dans un état grave, d'autres sont introuvables, et toutes pointent vers la même personne. Il faudra pourtant attendre 2 ans pour que le procès s'ouvre. Nous sommes en 1938 et ce procès ne ressemble à aucun autre. La presse parisienne se déplace à Fès. Même Paris Soir dépêche une envoyée très spéciale. Colette, oui, la Colette, l'écrivaine. Elle assiste au procès, écrit ses impressions. Mais ce qu'elle note, c'est l'ambiance étouffée. L'impression qu'on ne veut pas trop parler, qu'on veut en finir vite. Dans une lettre à une amie, elle écrit qu'on essaie de dégonfler l'affaire. Parce que derrière Hassan, il y a des ombres. Des noms qu'on ne cite pas. Des hommes, des protections. Peut-être même des officiers qu'elle a connus. Peut-être. Mais rien n'est prouvé. Ce que l'on sait, c'est qu'on a tenté de contenir le scandale. Et pourtant, les victimes, elles, sont bien là. Des femmes, jeunes, vulnérables, souvent sans famille. Des femmes réduites au silence. Et quand elles parlent, on doute, on minimise, on cherche à oublier. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai dans la salle d'audience. Nous verrons ce qu'il s'est dit, comment la presse a relayé ou censuré certaines informations, et ce que Colette, dans ses propres mots, a vraiment pensé de cette femme étrange, assise au fond du prétoire. Hassan. Je suis Rim Boursimi et vous venez d'écouter le 2e épisode de l'affaire Hassan. À très bientôt pour la suite. Maroc d'ombre et de mystère est une production de Red Donkey Creative. Cet épisode est préparé et réalisé par Rim Boursimi. Nous sommes sur Instagram si vous voulez nous parler. À très vite pour un nouvel épisode.